Imhotep Bekan Nefer, soyez les bienvenus encore sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Après avoir affronté dernièrement un titre important, dans le cadre de la littérature kémétique, nous retournons ici comme un prolongement ou disons comme une suite du titre affronté hier sur l'impact de la Renaissance Keméti, où nous avons à affronter certains sujets que certains de nos interlocuteurs ont eu, qui a touché certains de nos interlocuteurs et ils sont rentrés vers nous signalant cette situation. Et donc, là, je vais signaler par exemple un de nos interlocuteurs qui a répondu et il a commenté à ces sujets. Il s'agit bien de Jiré. Alors, je vais essayer ici de trouver encore son compte pour pouvoir lire son commentaire qui est à la base, au fait, de cette émission de ce soir. Alors, je regarde ici, Luzolo nous a dit Douanacher, merci pour la vidéo d'interprétation des images religieuses, une vidéo. Il dit merci pour la vidéo de l'impasse de la Renaissance. Les points sur le patriotisme m'a beaucoup touché. Alors, j'aimerais aujourd'hui commencer par saluer notre scène pas Jure, excusez-moi, Jure Luzolo, qui souvent nous suit très souvent et quand il peut, il fait beaucoup de commentaires et donc aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de doigts à lui et nous allons continuer sur cet élan-là. Je vais aussi lire certaines questions qui nous ont été posées dans d'autres sièges et nous allons essayer de répondre à tous ces questions-là aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de l'émission d'aujourd'hui, le titre que nous présentons est La conscience et charte du nationalisme et patriotisme kéméti africaine et Kachopa. Pourquoi ce titre est relevant pour moi? Parce que quand on analyse, comme nous l'avons fait dernièrement dans l'émission de la fois dernière du titre L'impasse de la Renaissance kémétique, nous avons essayé de comprendre la notion de nationalisme et patriotisme. En fait, ce sont des mots qui représentent une réalité, qui est donc le contenu. Nous avons essayé, dans le monde que nous avons connu, le monde africain, d'essayer de rentrer à l'intérieur et de travailler sur les contenus qui définissent, qui fait que certaines des personnes peuvent se définir des patriotistes, patriotes, venant du mot patrie, et des nationalistes venant du nom nation. Tu vois, une patrie, une nation. Alors, tout simplement, nous nous rendons compte que les éléments ou je pourrais dire les piliers qui définissent l'instance dite nationalisme et patriotisme sont manquantes en nous. Elles sont manquantes à quel point? Elles sont manquantes dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, ces éléments-là sont fauchés. Et nous avons essayé de prendre l'exemple. Déjà, un des grands exemples, c'est au niveau de l'éducation tant familiale que scolaire. L'éducation scolaire et l'éducation culturelle. Mais dans notre cas, l'éducation scolaire est une éducation coloniale. C'est une éducation qui a pour objectif de produire des travailleurs qui vont renforcer l'économie coloniale ou la mentalité et les modalités d'action coloniale. Et pour cette raison, cette éducation-là, cette programmation-là est vide de notions permettant l'épanouissement du nationalisme, du patriotisme. Le patriotisme, nous l'avons vu par exemple au Cuba.
Et nous l'avons connu au Cuba, le patriotisme. Le patriotisme, nous l'avons connu au Cuba, pour citer un exemple. Non qu'il soit le seul domaine du patriotisme, c'est un exemple que tous nous connaissons. Et ceci n'est pas un rappel à la violence, ok? Mais pendant l'occupation cubaine, par un pouvoir, tout en étant cubain, mais favorisait beaucoup plus les intérêts américains, d'où l'installation de la mafia américaine italo-américaine au Cuba aux alentours des années 50. Ok? Nous avons connu un patriotisme, l'expression patriotisme cubain qui a refusé de se mettre les pieds sur la tête. Les gens ont aimé leur nation au point où des jeunes personnes étaient disposées à se faire exploser, à mourir avec une grenade dans la main pour pouvoir tuer avec lui des représentants de l'armée et de la politique qui étaient en train de renforcer une politique meurtrière, une politique qui laissait le peuple cubain pauvre, démuni. La même situation que nous avons aussi dans plein de pays, dans beaucoup de pays à Circa Chopa. Je répète ici, je ne suis pas en train d'appeler à inciter à la violence, mais ici c'est un point d'analyse. Parce que nous sommes en train de parler du patriotisme, de la conscience patriotique et de la conscience nationaliste. Et donc, l'histoire nous présente des éléments du patriotisme. C'est-à-dire, quand on parle de patriotisme, quand on dit en lingala, c'est-à-dire être en mesure de mourir pour son État. Ça signifie quoi mourir pour son État? Ça ne signifie pas mourir du point de vue littéral. C'est-à-dire, mourir son État, c'est-à-dire vivre seulement pour sa nation. Vivre seulement pour sa nation, vivre seulement pour son pays, vivre seulement pour sa nation. Mais l'on ne peut pas les faire de manière automatique. Il faut une instruction qui permette cela. Cette instruction se base sur la construction mentale des personnes de manière à assurer cet élan nationaliste. Une éducation de ce genre ou un conditionnement, une programmation de ce genre exige que l'on connaisse l'histoire des pays pour lesquels on veut, pour lesquels on se définit un nationaliste, un patriote. L'histoire a plusieurs éléments. Comme je le disais, nous avons plusieurs acteurs sur le plan politique, sur le plan militaire, les héros militaires, sur le plan artistique, sur le plan de la sculpture, sur le plan de l'étude de la géographie, sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche scientifique. Tout cet ensemble de domaines crée ce qu'on appelle un corpus cognoscitus, un corpus de connaissances qui doit être imparti dans les personnes assez long des catégories sociales ou des catégories éducatives, des sujets éducatifs que l'on désire accéder. C'est ainsi que Jeanne d'Arc, légende ou pas, est encore enseignée en France. Napoléon Bonaparte, les guerres de Napoléon, et ainsi de suite. La liste est longue. De l'histoire occidentale, nous connaissons les acteurs politiques. Barbiro Togliatti en Italie, Mancini, Garibaldi, les héros militaires, les généraux de Gaulle. Tout pays a une histoire conservée, une histoire, un ensemble de connaissances historiques, des différents passages de l'histoire de l'évolution
historique de ces peuples sur le plan social, sur le plan artistique, sur le plan scientifique, ainsi de suite. Cet ensemble enseigné à sa jeunesse détermine l'élan pour le nationalisme et le patriotisme. Parce que l'on ne peut pas défendre quelque chose que l'on ne comprend pas. L'on ne peut pas défendre quelque chose que l'on n'aime pas. Et l'amour s'enseigne. L'amour dans la tradition kémétique est connaissance. Pour aimer quelque chose, on doit la connaître. On ne peut pas aimer quelque chose que l'on ne connaît pas. Et quand nous prenons cette corpus opérandus des éléments et nous l'appliquons dans le monde kémétique, nous nous rendons compte de l'inexistence au fait d'une conscience nationaliste ou patriotique. D'autant plus que les personnes que nous avons, qui ont été données des titres nationalistes, combien d'entre eux vraiment les méritaient? Les personnes qui ont été données des titres patriotiques, bien entendu, les époques sont différentes. Lumumba est mort pour son pays. Et donc, cela fait de lui un nationalisme ad valorem. C'est-à-dire, sans pour autant passer les tests de nationalisme, le fait qu'il se soit sacrifié pour son pays, qu'il ait connu la mort, le châtiment ultime, fait de lui ce qu'on appelle un nationaliste ad valorem. Ad valorem, je le précise bien. Sankara est un nationaliste ad valorem sur le plan militaire. Ad valorem et aussi politique. Kwame Nkrumah est un nationaliste en plein titre et un grand patriote. Mais après, nous avons un problème. Parce que les gens qui se sont définis, pas les gens, mais les paramètres de définition du patriotisme et nationalisme a été bafoué dans le sens de l'entendement du mot même. Parce que le nationalisme aujourd'hui est une réalité qui n'est plus active dans le monde noir. D'autant même dans le monde kémétique, excusez-moi, d'autant même les mouvements, les pan-africains ne sont pas des nationalistes, ne sont pas des patriotes. Parce que les modèles de vie qu'ils empruntent, la modalité d'actuation des positions, leur positionnement de la société fait des contre-nationalistes. Pour la plupart d'entre eux, je ne suis pas en train de faire un jugement ici, je suis en train de développer un raisonnement. Et aujourd'hui, donc, nous avons un problème par rapport à cela. Nous devons nous réformater. Je vais donner un exemple pour être plus clair. Comme nous n'avons pas été enseignés le nationalisme, nous n'avons pas été enseignés le patriotisme. Aujourd'hui, par exemple, parlons des Congolais que je suis, que je représente. Les plus grands ennemis d'un Congolais, c'est les Congolais. On ne sait pas vivre ensemble. On ne sait pas trouver des solutions ensemble. Ce manque d'éducation générationnelle a fait que l'on vit dans des structures fragmentées, conflictuelles. Et les personnes qui ne peuvent pas supporter ce genre de structures sont à côté. Ils fuient. C'est-à-dire, nous sommes un ensemble non homogène, mais hétérogène. Du point de vue de la perception de la réalité et de la valeur des choses. Dans cet ensemble hétérogène, non des mental, mais plutôt de la perception de la réalité, au point à effondrer complètement toute conception et considération nationaliste et patriotique, il est impossible de trouver un guide. Il est impossible de trouver un guide. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a la personne de Tshisekedi. Félix Tshisekedi, qui est Luba. En fait, la première chose qu'on voit en lui, qu'on lui reproche, c'est parce qu'il est Luba et donc il n'est pas apte.
Quelques temps avant lui, il y avait Kabila, Joseph Kabila, qui lui aussi n'a pas été retenu acte parce que de l'Est est donc rwandais. Mais je vous rappelle, dans l'histoire kémétique, Menchou Hotep, qui a régné Kemet du Nord et du Sud, était venu du Sud. C'est-à-dire, il n'est pas venu du Kemet, il est venu de Tanetcher. Pas pour justifier la situation de Kabila, mais pour essayer d'apporter un raisonnement de profondeur. Avant celui, il y avait Mobutu. Non, avec Kabila les pères, et puis encore Mobutu, qui était pour les peuples du Nord, les Ngala, ainsi de suite. Nous avons connu un système hétérogène, une conception de la réalité tellement hétérogène, tellement fragmentée, qu'à ce moment-là, parler de nationalisme et de patriotisme, c'est mettre la tête sous la sable, pensant éviter l'ennemi et avoir la vie sauve. Je vais continuer à guise d'exemple. La communauté, par exemple, congolaise, ne vit pas unie, elle est complètement désunie. Au point où, me mettant moi-même en balle, il est difficile de travailler avec des Congolais. Entre nous, il est difficile de travailler entre nous. Cette difficulté-là, de travailler entre nous, de vivre en paix entre nous, d'avoir de l'attention, de la considération entre nous, découle du fait que nous avons connu une éducation, nous sommes fruits d'une éducation qui n'a pas prévu un nationalisme dactique. Il n'a pas prévu, l'éducation n'a pas prévu un parcours de construction des individus nationalistes et patriotiques. Et nous avons connu une éducation à défaut du patriotisme et du nationalisme. Et ces défauts-là, qu'est-ce que ça a généré? La distance. La distance est alimentée par la haine, par des rancœurs, par plusieurs éléments qui vont ensuite se développer, qui se sont développés. Dans ces climats, si prenons l'exemple, par exemple, je vais me mettre en cœur, je suis un enseignant de la culture noire kémétique, mais spécialement quand j'ai affaire avec des gens, j'essaie d'éviter, pour éviter de me retrouver dans des situations chaotiques, des conflits inutiles. Par exemple, quand on est avec mais sincèrement, j'évite certains de nos frères et sœurs. Alors, je vais prendre mes justifications et les mettre à côté. Je vais essayer d'être objectif. C'est-à-dire, dans la situation où je suis conscient moi-même que certains de nos frères et sœurs, je les évite. Je préfère ne pas avoir affaire avec eux pour conserver une forme d'autonomie et de tranquillité personnelle. Et admettons que demain je suis nommé Premier ministre, je serai Premier ministre des personnes que j'évite. Ou disons un Premier ministre des personnes qui évite les 30% des personnes qu'il devait représenter. Vous tirez la somme des équations. Quand on a grandi au Congo, on a fait l'école belge. Ok? Parce que les parents sont friqués. Et donc je suis allé à l'école belge. Depuis l'école primaire. Avant j'étais à l'école Molière et puis je vais à l'école belge. Aucun contact avec la réalité de son peuple populaire. On est complètement détaché au point où on vit en ville et les autres vivent où? Si les autres vivent à la cité. Souvenez-vous que la conception territoriale coloniale était que les blancs vivaient en ville et les esclaves, les noirs vivaient dans la cité. Et quand on vit en ville, même si on est noir, on est un blanc mentalement. On est un colon avec la peau noire. Malheureusement. On a une considération pas trop positive de ceux qui vivent dans la cité, d'autant plus qu'on évite. On les évite. On utilise des termes, les noms des cités sont utilisés comme termes péjoratifs pour dire une personne qui n'est pas éduquée, une personne qui n'est pas élevée, une personne qui n'est pas éveillée, une personne qui est sale, ainsi de suite. Ça, c'est la situation de toute l'Afrique, pas seulement du Congo.
Et puis pour finir, quand on va à l'université, on va étudier en Occident, où cet écart s'est construit encore des avantages. Après avoir fini les études universitaires ou pas, un beau matin, je me retrouve ministre au Congo. Mais l'on doit pouvoir analyser ces moments-là. Je serai ministre de qui? Je suis un ministre du pays, du peuple. Mais cette conception-là, dans ma tête, elle ne fonctionne pas comme ça. Parce que pour moi, je suis ministre par intérêt. Ou je suis ministre parce que j'ai beaucoup étudié. Donc je suis là pour de l'argent. Je suis un mercenaire. Un opportuniste ou une prostituée qui vend ses qualités. Une personne, la prostitution, c'est quoi? C'est vendre son corps ou vendre une aptitude. Hein? La prostitution, c'est vendre une aptitude pour de l'argent. Échanger une aptitude que l'on a pour de l'argent. Et quand on vient ministre au Congo pour vendre les qualités, les études qu'on a appris en Occident, on est dans la prostitution. C'est quoi le contraire? C'est quand je mets mes qualités au service de ma nation, nationalisme. Je mets mes services au service de mon peuple, du patriotisme. Mais comment puis-je mettre cela du moment où, de ce peuple-là, je n'ai pas été appris à me relationner, je n'ai pas été appris à les aimer. Je n'ai pas été enseigné à les aimer. Tout ce que j'ai étudié dans l'école, c'était Jeanne d'Arc, les guerres de Napoléon, l'histoire de l'Empire anglais, l'histoire de la Russie. Tout ce qu'on a étudié de l'Afrique, c'est l'esclavage. Si c'est ça, on a bien étudié l'esclavage, les bateaux d'esclavage, encore et 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 encore, au point où l'on est convaincu que tout ce qui est kémétique, tout ce qui est africain est mauvais parce que le plus grand point dans l'éducation de tout ce qui vient de l'Afrique, c'est l'esclavagisme. Notre histoire n'est pas relatée. Il n'y a pas un film fait par des Africains sur Lumumba. Tout ce qu'on fait, ce sont des films sur la sorcellerie. On en a plein les Nigeria et les Congo. Les films sur les sorcelleries, pour encore, on participe à la désintégration, à la simplification de la valeur représentée par la culture noire. Les sorciers, il y en a partout. Moi, je n'ai jamais vu un film français où on fait voir la sorcellerie négative de la France. Chaque fois qu'on parle de la sorcellerie française, on la donne une qualité extraordinaire. En anglais, nous avons vu Harry Potter. Que vous avez tous envoyé les enfants aller regarder, qu'on est tous allés regarder un cinéma. C'est ça un film de sorcellerie. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Les sœurs Hollywood sorcières, ça, on a regardé des films. Quand on regarde les films, on est content, on voudrait même devenir un petit sorcier. Mais nous, on est rentré dans l'optique de la dénigration de ce qui a été laissé. Le monde occidental a dénigré l'Afrique jusqu'à la fin. Et ce qui est resté, c'est que nous continuons à dénigrer. Nous proposons des films complètement destructeurs de notre culture et de notre identité. Sur les films de sorcellerie proposés par les trucs l'Hollywood nigérienne et les théâtres congolais avec Mouyombe Gauche, ainsi de suite. Nous avons pensé que c'était des choses qui amusaient mais qui détruisaient notre statu quo, notre perception de nous-mêmes. Au point où nous avons une perception négative de nous-mêmes. Maintenant, dans une perception aussi négative de nous-mêmes, je suis nommé premier ministre de ces peuples pour lesquels j'ai une perception négative. Je suis en fait premier ministre de qui et pourquoi. Je vous laisse répondre à la question. Je vous laisse répondre à la question. Quand on a grandi dans l'adoration des autres, tout ce que l'on veut faire, c'est aller en Occident, vivre comme un blanc, et puis un blanc, point d'interrogation, c'est quel blanc? Français, italien, camerounais, espagnol, portugais, ils ont tous des modes de vie complètement différents. Nous, on est complètement chambouillés, on veut vivre comme les blancs, on ne sait pas lesquels. On ne sait pas lesquels.
Mais en fin de journée, on finit par travailler pour le Congo. On a étudié les droits anglais, les droits belges, les droits français, on veut l'appliquer au Congo. Mais les droits est un phénomène culturel. Les droits est une exigence. Les droits nés de l'existence de permettre l'évolution dans la paix et donc de réguler les rapports entre les personnes et leurs environnements. On ne peut pas prendre une loi qui est née de notre environnement, d'une expérience étrangère et l'appliquer dans un endroit complètement différent. C'est de l'insanité mentale. Et donc, quelqu'un qui a étudié les droits à Lavarde ou à Louvain ne peut pas être défini un nationaliste africain. Désolé. Parce que la perception de la réalité qu'il a ne correspond pas à la réalité réelle. C'est un rêveur. D'autant plus qu'il ne sera jamais intéressé à faire des enquêtes sur les différentes évolutions sociales que son pays a connues. Tout ce qui sera, c'est immoler, élever ses patrons qui lui ont enseigné et en détruisant en mettant en acte des décisions sur les terrains qui ont été pris sur un territoire, une situation complètement différente. Et cela continue le processus de la déségrégation. Tel que nous sommes maintenant, je vous invite, après tous les éléments que je viens de citer, à dresser une échelle de 1 à 10. 1, 2, 3, à partant du bas vers le haut. 1 vers le bas et en montant 2, 3, 4 jusqu'à 10 vers le haut. Prenant considération de ce que nous connaissons, décidez à quel niveau vous êtes un nationaliste et patriotique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donnez-vous une valeur. Et puis dressez encore une autre ligne à côté et mettez la numération encore par trait 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Regardez le monde politique africain que nous avons. Donnez-leur une valeur patriotique de 1 à 10. Nationaliste et patriotique. Après, dressez encore une troisième et dernière ligne. Regardez la jeunesse qui sort chaque jour des écoles. Leur conception de la réalité. Ceux qui sont prêts à aller mourir en traversant à Lampedusa pour arriver en Occident. On préfère abandonner une terre riche de tout pour aller mourir dans un océan glacé, froid, la nuit. Ou encore on abandonne la liberté de sa terre pour aller finir en esclavage en Libye, en Tunisie, au Maroc. Donnez encore de 1 à 10 une valeur patriotique. Une fois que vous avez ces trois échelles-là, tracez maintenant une quatrième échelle en bas et évaluez-lui de 1 à 10, c'est-à-dire chaque trait part de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Cette troisième graphique que nous traçons, nous allons l'appeler Renaissance africaine, si l'on veut africaine, kémétique, ou si l'on veut kémétique, des Kachopa si on veut Kachopa, et donner-les une valeur de 0 à 10. Si nous sommes sincères en nous-mêmes, nous allons nous rendre compte de l'impasse de la renaissance kémétique. Nous allons réaliser que ce que nous disons de la renaissance kémétique, en fait, n'est qu'un slogan, une mode, comme la fièvre du samedi soir qui passe. C'est comme l'hilarité provoquée par un verre de vin de trop. On est content, on est erré, on danse, on chante. Mais cela finit par des maux de tête. Un sommeil long inconscient et un réveil et tout est passé. La renaissance kémétique qui est en vogue peut être une vraie réalité. Et peut être un instrument que nous pouvons utiliser pour réellement arriver à une vraie transformation.
un vrai réveil. Ou elle peut tout simplement être une mode comme il y en a eu tant d'autres. Nous avons connu des pantalons, pattes éléphants et puis autres, tant de modes que nous avons connus. Et la renaissance kémétique a les risques de finir comme une mode. À moins que nous prenions conscience et nous nous activons, nous nous engageons dans un parcours différent. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Nem Ercher.